Bonsoir à vous tous, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à la rentrée de la web radio pour l'automne 2025. Donc, on commence en force. Règlement oblige. Ce soir, le thème de la web radio du 17 septembre est la présentation du modèle d'attestation du RGCQ, du regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec, pour vous aider à bien compléter ça. Donc, mon nom est Valérie Couture, je suis l'animatrice pour la web radio. Sans plus tarder, je vous présente mes invités. Premièrement, je remercie Lanceny qui est avec nous ce soir pour piloter avec moi la web radio. Merci, Maître Yves Jolicoeur, d'être là pour répondre et instruire un peu nos administrateurs et copropriétaires ce soir. Bonsoir, Merci. bonsoir Valérie. Bonsoir. Bienvenue à tous. Effectivement, une soirée passionnante qui nous attend avec Guillaume aussi qui est avec nous, qui est un gestionnaire. Donc, on a une belle soirée en perspective. Merci, Maître Jolicoeur. Salut, Guillaume Leblond. Guillaume Leblond de La France et Mathieu, une grande firme de gestion à Québec. Guillaume va être avec nous et Maître Jolicoeur. On va essayer ce soir vraiment de démystifier le tout et de vous donner quelques petits trucs, même si c'est nouveau, autant pour les gestionnaires et tout, on va être là pour ce soir. Merci Guillaume d'être avec nous. Ben, merci, un gros merci à vous de m'accueillir pour cette première de la saison. Merci Absolument. Yves. On brise la glace ce soir. On revient à notre routine. Vous savez qu'on a toujours des commanditaires pour participer à l'élaboration des web radios, des panélistes. Moi-même, on est bénévole, mais condo légal, on a des questions à répondre, on a des choses. C'est un site qui est très, très demandé et les gens y font référence beaucoup. Donc, ce soir, on a choisi Nathalie Audet, qui est courtier immobilier de Remax. C'est pas pour rien qu'on a pris un courtier ce soir, puisque l'attestation en tant que telle est relativement aussi très importante pour eux. Donc, on remercie Nathalie Audet, de courtier immobilier de Remax, d'être le commanditaire de la soirée ce soir. Donc, j'aimerais qu'on commence effectivement par remercier le RGCQ, surtout que ce soir, c'est le modèle qu'on va couvrir, on va le regarder d'un bout à l'autre pour vous aider à bien le remplir et à comprendre, puis peut-être un petit peu dédramatiser l'arrivée de ce formulaire-là qui semble assez lourd pour tout le monde. Donc, merci au RGCQ et pour la présence de notre ami Lanceny derrière le tout. Donc, sans plus tarder, Maître Jolicoeur, pourriez-vous juste nous rappeler ce qui nous amène à cette attestation-là et au règlement, tout ce qui s'est passé cet été qu'on attendait depuis plus de 5 ans? Écoutez, je vais me rapprocher du micro là, parce que je vois qu'on a des commentaires à l'effet que le son n'est peut-être pas bon. Donc, on espère que le problème technique va se réguler. Écoutez, l'histoire est la suivante. Il y a eu des travaux qui ont été exécutés par ce qu'on appelle le groupe de travail sur la copropriété, qui avait été piloté par la notaire Christine Gagnon dans les années 2010. Et par la suite, il y a eu le comité consultatif, dont j'ai eu le privilège de siéger, où on a eu à entendre les Québécois sur les besoins en matière de copropriété. Il y a un élément qui revenait assez souvent, Mme Couture, c'était le fait que les gens disaient, ben, écoute, lorsqu'on achète en copropriété, on ne sait pas tout à fait ce qu'on est en train d'acheter. On n'est pas en mesure de circonscrire notre risque, contrairement à l'achat d'une maison unifamiliale, où c'est possible de faire inspecter l'immeuble parce que la taille est accessible, alors qu'on achète dans une tour de 100 unités. On ne pensera pas faire une inspection pré-achat sur tout le bâtiment en termes d'inspection bâtiment. Souvent aussi, la documentation relative à la copropriété était très difficile à obtenir pour les acheteurs. Les procès-verbaux étaient difficilement recevables. On avait réellement de la difficulté à obtenir cette information-là. Alors, le projet de loi 16, c'est un peu l'aboutissement de cette réflexion qu'on a faite avec le comité consultatif pour justement amener de la transparence dans les copropriétés, notamment, je souligne le fait que les conseils d'administration doivent envoyer dorénavant des procès-verbaux des conseils d'administration dans les 30 jours. L'Assemblée générale, c'est la même chose. Donc, l'État, le gouvernement du Québec, souhaitait que l'information arrive chez les propriétaires, puis également cette information-là puisse éventuellement être communiquée à un prometteur acheteur pour ce que j'appellerais circonscrire le risque dans le processus d'achat. En fait, l'achat, c'est toujours de la gestion de risque.
plus on a d'informations, plus on peut réguler le risque, plus on peut établir un prix d'achat conséquent à la bonne ou encore mauvaise gouvernance d'une copropriété. C'est de ça dont on va parler ce soir parce que on va s'en apercevoir pour nos auditeurs. Plus une copropriété relève d'une saine gouvernance, plus il y a un gestionnaire de qualité, plus ces copropriétés-là vont être valorisées parce qu'effectivement, c'est ce que les gens recherchent. Donc, ce projet de loi 16 dont je vous parle, on a introduit l'article 1068.1 du Code civil du Québec. On va vous le montrer, l'ancien va vous le montrer dans quelques instants, qui est cet article qui était, dans le fond, l'issue en 2019 du projet de loi 16, mais en 2020, lorsque l'article a été, lorsque le projet de loi 16 est entré en vigueur, il y avait une exception, et on le voit très bien, 1068.1, qui dit ce qui suit. Celui qui vend une fraction doit, en temps utile, remettre au promettant acheteur une attestation du syndicat sur l'état de la copropriété, dont la forme et le contenu sont déterminés par règlement du gouvernement. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que tant qu'il n'y avait pas de règlement du gouvernement, cette disposition législative n'était pas en vigueur. Alors, de fait, le règlement, on va vous le montrer dans quelques instants, a été publié dans la Gazette officielle du Québec. Et ce règlement-là, c'est ce qui a fait entrer en vigueur l'attestation. Donc, on va vous le montrer si on peut vous le mettre à l'écran. C'est un règlement qui traite, dans un premier temps, du carnet d'entretien, les modalités relatives au carnet d'entretien. Dans un deuxième temps, bien voilà, il est juste ici. C'est une gazette officielle publiée le 30 juillet 2025 et ce règlement-là est entré en vigueur 15 jours plus tard, c'est-à-dire le 14 août. Alors, si on peut-être, je ne sais pas si de l'ancien, on peut le défiler. On voit la section 1, on parle du carnet d'entretien, qui peut faire les carnets d'entretien. Et on va voir dans quelques instants l'étude de fonds de croyance. Et finalement, on va voir la question de l'attestation sur la copropriété, sur l'état de la copropriété. Descendons encore. Et c'est ces dispositions-là qu'on va vous le vulgariser durant notre web radio. Alors, voilà, c'est juste ici. L'article 10 définit les conditions relatives à l'attestation et les renseignements qu'on doit retrouver minimalement dans l'attestation. C'est très clair, hein, le premier alinéa est très clair. L'attestation du syndicat sur l'état de l'équité prévue au premier alinéa de 1068.1 doit contenir minimalement les renseignements suivants et c'est ces renseignements qui font maintenant partie de l'attestation qui a été préparée par le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. Bon. Alors, là-dessus, on va en parler avec M. Leblond, Valérie, on va regarder d'un peu plus près l'attestation. Mais juste pour complémenter ma présentation, on va présenter le prochain article du Code civil du Québec, c'est l'article 1068.2. Et 1068.2, c'est peut-être le droit pour le promettant acheteur, et on le voit très bien ici, d'obtenir du syndicat les documents ou renseignements concernant l'immeuble et le syndicat. Alors donc, on vise deux choses. On veut obtenir des documents et des renseignements sur le bâtiment, oui, mais également, Mme Couture, sur la gouvernance de la copropriété, parce que l'un est indissociable de l'autre. Et tout ça, de nature à lui permettre de donner un consentement éclairé. Et le syndicat est tenu, sous réserve des dispositions relatives à la protection de la vie privée, de les fournir avec diligence au promettant acheteur, aux frais de celui-ci. Alors, si je résume, oui, on a 1068.1 qui n'était pas encore en vigueur, qui est dans le fond un droit sans condition pour quelqu'un qui souhaite éventuellement disposer de son condo, de demander une attestation sur l'état de la copropriété. On a le règlement qui, par la suite, à l'article 10, vient définir en quoi consiste minimalement l'attestation. Et on a le corollaire, qui est 1068.2, qui est différent. 1068.1, c'est de l'information synthétisée, alors que 1068.2, c'est que quelqu'un qui a une offre d'achat est en droit d'exiger du syndicat des renseignements, comme dans l'attestation, mais également des documents. Pensons notamment aux procès-verbaux, toute la documentation qui est autour de ça. Donc, c'est réellement l'architecture, Mme Couture, qu'on vous présente ce soir et qui a été, somme toute,
bonifié par le regroupement des gestionnaires équitaires du Québec. Et pourquoi? Parce que la réalité transactionnelle que M. Leblond, qui est gestionnaire à Québec, que d'autres gestionnaires ont, vous-même, Mme Couture, c'est par le passé, vous receviez souvent de la part des courtiers immobiliers une demande de renseignement sur la copropriété, qu'on appelle dans le jargon DRCOP. Alors, vous receviez un document signé par le copropriétaire qui souhaitait vendre et qui permettait à son courtier de vous demander de l'information. Le DRCOP, les syndicats n'étaient pas obligés de les remplir. Alors que 1068.1, 1068.2, c'est une obligation prévue par la loi. Alors nous, on a voulu, dans le fond, synthétiser toute l'information parce qu'on s'est dit, si on n'est pas capable de jumeler une pratique de courtier avec l'attestation, qui est le minimum des renseignements qu'on doit communiquer, on va se faire demander une attestation par le courtier qui veut vendre. Par la suite, on va se faire demander par le courtier encore de l'information. On s'est dit, on synthétise ça dans un seul document pour éviter une réplique de demande d'information. Alors là, Mme Couture, je vous ai mis, Valérie, je vous ai mis la table là, pour notre web radio Oui. de ce soir. Mais là, je suis sûre qu'avant que je parle à Guillaume, il va avoir le même réflexe que moi. On dit, bon, on a bonifié l'attestation, tout ça. La DRCOP, c'est quand même un élément qui est important depuis dans les dernières années, qui est important dans les transactions. Je n'aurais pas la science infuse de donner une statistique, mais très, très important en copropriété. Puis, Dieu merci que les gens transigent avec des courtiers immobiliers pour les aider dans cette transaction qui est pas simple. Mais juste une petite question rapide, mais Maître Julien, la DRCOP, elle est pas tassée depuis que l'attestation est arrivée, là. En fait, ça dépend de laquelle. On a OK? la Société d'habitation du Québec qui a produit un modèle d'attestation et qui est les renseignements qu'on doit fournir minimalement. Si vous utilisez l'attestation de la SHQ, vous allez remplir les conditions qui sont minimalement requises. Mais ça se peut, Mme Couture, qu'on vous demande de remplir une DRCOP. Là, ça OK. commence à être du papier, là. Hmm. Alors que l'objectif de l'attestation du RGSQ, c'est de, de mettre ces deux demandes-là en un Hmm. seul document pour arriver avec un standard de pratique. Hmm. Merci, Maître D'ailleurs, Julien. d'ailleurs, c'était un peu les recommandations que le RGCQ avait fait là, à la base lorsqu'on a travaillé sur les groupes de travail, c'était de faire en sorte d'introduire dans cette association-là plus de notions par rapport à l'unité qui fait l'objet de la vente. Parce que on s'entend que l'attestation en soi, c'est une attestation qui est sur l'état de la copropriété, mais pour en venir à ce que l'on puisse finalement là, condenser l'ensemble de l'information sur un seul document, on recommandait effectivement là, que la plupart des informations qui se retrouvent sur la DRCOP puissent se retrouver également sur l'attestation. Comme Yves vient de le mentionner, c'est les informations qui sont demandées minimalement ne couvrent pas nécessairement, mis à part le numéro de l'unité et si l'unité en question fait l'objet d'un litige là, envers la copropriété, là. Mis à part ces informations-là, l'ensemble des informations qui étaient dans la DRCOP puis qui concernaient l'unité en question qui fait l'objet de la vente ne se retrouvent pas dans les informations qui sont minimalement demandées. Le formulaire que le RGCQ a mis en place vient inclure un peu plus les notions relatives directement à l'unité, puis qui sont des notions importantes là, pour un éventuel acquéreur. Donc, effectivement, je crois qu'à terme, en tout cas, c'est le but de chacune des parties pour pas non plus alourdir chacune des transactions immobilières, c'est d'inclure, d'introduire et de condenser l'ensemble des informations dans l'attestation sur l'état de la copropriété, là. Merci, Guillaume. Écoute, Guillaume, on va le couvrir plus tard, mais je vais juste Ouais, répondre. On nous demande de renommer les deux types de demandes. On parle de l'attestation du syndicat sur l'état de la copropriété, qu'on va probablement commencer à rapetisser en l'appelant la SEC. Donc, Ouais. ça, c'est le nouveau formulaire. Et on a couramment, depuis des années,
dans le marché, le document qui provient des courtiers immobiliers, de l'OASIC, et celui-là, c'est la DRCOP, qui est la Déclaration sur les renseignements du syndicat de copropriété, que souvent la plupart des courtiers nous demandaient de compléter. Hmm. Donc, ce soir, si vous permettez, je vais partager mon écran. On va peut-être moins voir nos panélistes ce soir, mais je pense que c'est de rigueur puisqu'on veut vraiment vous amener vers l'attestation en tant que telle et vraiment au niveau de vous aider à comprendre les questions. Maître Jolicoeur, au niveau légal, va vous mettre certaines informations supplémentaires pour vous aider. Et Guillaume va pouvoir nous éclairer comme syndicat, qu'est-ce qu'on doit mettre, pas mettre, ou des trucs comme ça. Et j'ai bien entendu Guillaume dire, ben, écoutez, ça va être un petit peu évolutif parce qu'effectivement, ça s'est avéré une attente depuis 5 ans. Le gouvernement a déposé le tout en mois d'août. Et puis là, on se ramasse avec 2 semaines pour mettre ça en place. Donc, c'est un petit Hmm. peu déstabilisant. Ben, Donc, je vous laisse, si je peux. messieurs, le début, mais vas-y, Guillaume. Ben, si je peux faire juste un petit peu de pouce là-dessus également, on l'a dit en entrée de jeu, hein, le règlement a été publié dans les vacances au niveau de la Gazette. Il a fallu se revirer quand même très rapidement, autant pour les administrateurs qui s'auto-administrent là, que pour les gestionnaires de condos. Donc, je crois effectivement que c'est quelque chose qu'on a voulu introduire dans notre procédure à l'interne en ramassant le peu d'informations qu'on avait dès le départ. Par contre, je crois et je suis persuadé que avec le temps, là, tout va rentrer dans l'ordre assez rapidement. Puis l'attestation vient quand même introduire une certaine notion d'équilibre là, entre les différentes copropriétés aussi. Puis c'est quelque chose qui est pas à négliger, là. Tu sais, notamment comme Yves l'a dit tout à l'heure, notamment au niveau de la gouvernance des copropriétés, hein. Tu sais, souvent, on avait l'impression des fois que une copropriété, notre voisin pouvait avoir des frais communs beaucoup moins importants que les nôtres, puis on ne savait pas nécessairement pourquoi, mais c'est peut-être parce qu'il y avait une gouvernance qui était totalement différente. Puis là, on vient un peu plus exposer une copropriété avec une saine gouvernance par rapport peut-être à une copropriété qui va plus pour minimiser, si on veut, là, l'augmentation des frais communs année après année, mais qui est en train peut-être de créer un gouffre financier là, pour le syndicat. Et puis, fait que, tu sais, toute cette attestation-là vient quand même exposer, si on veut, là, et faire en sorte que les copropriétés maintenant jouent avec, si on veut, les mêmes règles du jeu là, à partir de maintenant, là. Effectivement, tout à fait, mais on ne veut pas vous faire paniquer ce soir, on veut vous aider à mettre en Mhm. place des stratégies, des trucs, à vous organiser, parce que ça ne veut pas dire que vous avez eu déjà des DRCO, des attestations à remplir maintenant. Donc, préparez-vous, vous pouvez commencer à collecter l'information. Je me permets de commencer un peu les premiers points. Le premier point, de l'attestation, c'est l'identification. Donc là, relativement, c'est assez simple là-dessus. Par contre, le numéro d'entreprise du Québec et le petit carreau qui est à notre droite qui dit syndicat non immatriculé. Maître Jolicoeur, déjà, si on n'a pas nos choses, on est un petit peu dans l'eau chaude. On essaie de régler en amont, Mme Couture, Valérie, les obstacles qu'on va rencontrer chez le notaire. Il y a des notaires là, qui vont refuser Ben oui. de faire une transaction avec un syndicat qui est irradié ou non immatriculé. Donc, compte tenu qu'on a cette information-là dès le début, on va donner la chance en cours de route de régulariser des choses qui sont assez facilement régulaires. Mais plusieurs vont dire, oui, mais écoutez, ça existe-tu des syndicats non immatriculés? Bon, oui, on en voit quand même pas mal, surtout dans les copropriétés dans jumelées, là, les gens ne savent même pas qu'ils sont copropriétaires, puis qu'un jour, ben, ils veulent vendre leur Mhm. maison jumelée, puis ils apprennent qu'ils sont copropriétaires. Donc, c'est sûr que ces éléments-là vont sortir. Là, je rassure également notre éditoire ce soir. On a quand même plusieurs questions dans le chat qui rentrent, puis on va prendre le temps aussi, Oui, avant de vous laisser, de les aborder l'une derrière l'autre. On va faire la présentation, puis après ça, Valérie, je pense qu'on pourra peut-être oui, passer à la absolument. question. On les Tout à prendra fait. l'un derrière l'autre. Donc, ce n'est pas par manque de respect là, qu'on ne vous revient pas. Puis il y a d'excellentes questions qui rentrent actuellement dans le chat.
absolument. On parle de l'identification du copropriétaire, donc naturellement de l'unité qui est en question. Ça, c'est assez simple. Et on dit bien le nom du propriétaire des parties privatives. Donc, s'il y a deux copropriétaires, vous mettez les deux noms. L'adresse complète. Ça, c'est Et, et, jusque-là, et, et, c'est. ben, Oui, peut-être juste un Mm. petit commentaire, là, Valérie, là-dessus. Ça va arriver des fois que les courtiers immobiliers qui veulent accompagner un de leurs clients dans le processus de vente vont demander à leur client, avez-vous une copie de l'attestation? Puis là, ils vont se faire répondre par leur client, de quoi vous me parlez. Puis après oui, ça, ils vont, donc ça va tourner en sucette. Alors là, les courtiers immobiliers vont pouvoir faire signer une procuration en faveur de celui qui veut vendre pour demander l'attestation directement auprès de syndicat. C'est pour ça qu'on a prévu qui fait la demande, parce que ça pourrait effectivement quelqu'un qui a une procuration en bonne et due forme. Maintenant, s'il n'y a pas de procuration, on ne commence pas à donner les attestations à tous ceux qui en demandent, là. Ça, c'est certain. tout à fait, Mm. absolument. Très bon point. Mm. Euh, L'identification des parties privatives. Donc, ça, vous devez peut-être connaître ça comme copropriétaire, le gestionnaire peut là, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être déjà remplies assez rapidement. Puis, c'est assez simple parce qu'on a vraiment pris le soin de mettre non applicable, donc la question est réglée, etc. L'identification des parties communes à usage restreint, c'est très semblable à la question 1.4 pour le 1.5. Et comme on a dit tantôt, je ne me souviens pas si c'est Majolika ou c'est Guillaume qui a dit, mais de bonifier, parce qu'on a mis une section autre. Donc, s'il y a des spécificités à dénoter par rapport à ça, écoutez, ça peut être encore plus transparent, ce qui est idéal, et ça peut être des fois plus vendeur. Fait qu'il ne faut pas voir l'attestation comme un frein, il faut voir comment on peut mettre en lumière notre syndicat de copropriété et ceux qui sont en préparation d'avoir une plus belle note, ben, ils vont pouvoir savoir sur quoi se concentrer. Et vous permettez, Donc, Valérie, on a parlé des. Oui, oui, juste sur la question des parties communes usage oui, restreint, lorsqu'on a un stationnement qui est cadastré, là, que son porte numéro de l'eau, c'est une partie privative, on peut, avec le plan cadastral, voire même avec le certificat de localisation, voir le lieu physique où il est. Mais lorsqu'on a des parties communes à usage restreint, je prends l'exemple des stationnements, ben, les gens vont dire, oui, oui, mon stationnement, c'est 1532 dans le coin, à droite, derrière l'arbre, à gauche, là. Alors ça, c'est loin d'être une zone de sécurité. C'est pour ça qu'on a prévu s'il y a un plan d'attribution, parce que le plan d'attribution, ça sécurise l'acheteur sur le lieu physique. En fait, votre case de stationnement ne se déplace pas en fonction du type qui va mettre des lignes sur le stationnement au printemps prochain. Alors tout ça, c'est réellement dans un objectif de transparence, de sécurité pour les acheteurs. Puis quand on a des parties communes d'usage restreint, puis on a un plan d'attribution, bien, ça va sécuriser énormément les acheteurs. tout à Mm. fait, absolument. Puis si je peux faire du pouce aussi, justement, là, tout à l'heure, on en parlait en entrée de jeu, là, lorsqu'on peut mettre des commentaires supplémentaires, parce que là, par expérience, ça fait environ un mois là, qu'on produit des attestations, là, qu'on les remet là, depuis le 14 août dernier. Puis les gens là, tu sais, ils veulent vraiment aller dans le détail des informations qu'on leur donne. Faut pas hésiter tu sais, à rester quand même, là, ne pas nécessairement rentrer dans le micro-détail, mais dès qu'on a la possibilité de donner des explications, notamment sur ce qui est des écarts, tu sais, on parle des fois d'un fonds de prévoyance qui n'est pas nécessairement à la hauteur de ce que l'étude avait dit. Ben, tu sais, les explications des écarts est importantes dans l'attestation pour éviter que justement, oui, c'est long remplir l'attestation, que ce soit pour un administrateur, un gestionnaire ou peu importe, là, la première attestation qu'on Oui, va remplir, on va passer énormément de temps dessus. Les mises à jour par après, on doit refaire la vérification, mais la première attestation est longue là, à remplir. oui, Si on ne veut pas passer encore plus de temps à essayer de justifier chacune des réponses qui ont été fournies à l'éventuel acquéreur ou au professionnel au dossier, ben, mettez de l'information sur les écarts et sur des notes explicatives, là. Je tout pense que à ça, fait. c'est peut-être une, Un disons, un truc. bon truc que je pourrais donner à l'auditoire là, de ce soir, là. Merci, Guillaume. Donc, pour les parties communes à usage restreint, on est là. On Oui, arrive dans le point culminant qui est quand même, des fois peut-être un petit peu plus lourd, où on est dans les informations financières.
Je vous le dis tout de suite, chers auditeurs et auditrices, le 1er octobre, donc dans 2 semaines, notre prochaine web radio, elle est sur le carnet d'entretien et l'étude du fonds de prévoyance. Je serai accompagnée de Julien Gobeil-Simard de Audi. Donc, on va faire la même chose. On va passer à travers un carnet d'entretien pour vous aider à prendre des trucs, puis etc., etc. Et ben, vous aider un peu plus à être capable de répondre à ça. Et là, je comprends qu'il y a peut-être une panique générale, si on ne l'a pas, si on ne l'a pas. Bien, les questions sont déjà là. Et je reviens sur le truc, mettre des petits commentaires. Est-ce que le syndicat peut établir un carnet d'entretien? Bien, s'il n'y en a pas, on met non. Mais si vous avez déjà signé une offre de service ou vous êtes en train de regarder, bien, peut-être l'ajouter à côté. On est en soumission. On est en attente de la date de la visite. Déjà, là, c'est plus vendeur aussi. Donc, je reviens sur le conseil de Guillaume. Bonifier certains commentaires qui peuvent vous aider à justifier des choses. Parce que des fois, ça peut être des moins bonnes nouvelles, mais si on les justifie, ça peut faire pas mal moins peur. Donc, on répond aux 3 questions. Est-ce que le syndicat a fait établir une étude de fonds de prévoyance? Souvent, vous avez les deux. On appelle ça un plan de gestion de l'actif. On a un professionnel qui va vous soumettre une offre de service pour réaliser ces deux-là. Donc, les questions se répondent bien. La même chose, si on est en cours, bien, expliquez où vous êtes rendu dans votre démarche comme syndicat de copropriété. L'autre question qui est très intéressante, est-ce que les déclarations fiscales du syndicat sont faites et à jour? Donc, Guillaume, qu'est-ce qu'on entend par déclaration fiscale faite et à jour? Ben, en fait, même si vous êtes un organisme à sans but lucratif, vous devez quand même produire une déclaration fiscale à la fin de chaque année financière. Cette déclaration fiscale-là doit être envoyée au gouvernement. Puis, dans la plupart des cas, en fait, dans pratiquement 100% des cas, il y aura pas d'impôt à payer puisque ce ne sont pas des revenus imposables. Par contre, il y a quand même un petit montant là, qui tourne autour de 50-45 $ là, annuellement là, qui doit être envoyé au gouvernement là, et qui vient tout simplement mettre votre dossier fiscal à jour. Puis c'est quand même très important, ça, de les produire annuellement, là, puisque j'ai vu des syndicats de copropriété qui éventuellement devaient s'inscrire aux taxes, notamment des syndicats de copropriété dans lesquels on va faire de la location à court terme, qu'on va permettre la location à court terme, et puis qu'il y a un pourcentage assez important là, du syndicat de copropriété qui doivent faire leur inscription là, aux taxes, là. Donc, à partir du moment où le syndicat de copropriété va percevoir des taxes sur les revenus de frais communs, si les déclarations fiscales sont pas à jour, ben là, on va avoir des problèmes, là, notamment au gouvernement, là, pour obtenir nos numéros de taxes, là, puis mettre à jour nos dossiers, là. Donc, c'est très important là, à ce niveau-là là, pour les syndicats de copropriété de se tenir à jour là, Exact. au niveau des déclarations fiscales. Et je tiens à stipuler qu'il n'y a aucune différence entre un horizontal, un initial, Mhm. une maison de ville. Ça s'appelle syndicat de copropriété. Vous avez un numéro au registraire des entreprises. Vous devez produire une déclaration au fédéral et au provincial. Donc, on a couvert la première page. Alors, on arrive dans les points. Alors, on arrive à l'onglet 2.4. Je vous le dis, hein, l'attestation, pour ceux qui ne l'ont pas vu de la GCQ, elle est très complète. Donc, il y a de l'espace pour mettre ce qui est important et d'ajouter des commentaires, je le répète. Montant total du fonds de prévoyance en date de l'attestation. Donc, Guillaume, je te laisserai ces 3 petits points-là si tu veux. Comment tu le remplirais si tu avais à faire cette attestation-là, s'il te plaît? Mais le montant total du fonds de prévoyance en date de l'attestation, c'est tout simplement là, le montant qui sont directement aux états financiers. Donc, dans les états financiers les plus à jour, éventuellement les états financiers mensuels
vous allez avoir le total des fonds accumulés là, au niveau de l'actif. Donc, c'est important de prendre le total du fonds de prévoyance en date de l'attestation. Puis ça, c'est une chose qui est importante aussi, hein, c'est que au départ, on a entendu parler que probablement que les informations de l'attestation pouvaient être mises à jour annuellement, trimestriellement. Là, je crois que peut-être que même Yves peut renchérir là-dessus, mais c'est l'information disponible la plus à jour en date de la demande là, qu'on doit fournir, là. Donc, Ça, c'est clair que, bon, il y a eu, bon, avec tout respect pour ceux qui ont une opinion divergente à la nôtre, mais il y a une gestionnaire qui était d'opinion que l'on donnait l'information une fois par année, ça devrait être suffisant. C'est réellement pas dans l'esprit de la loi. L'objectif pour le législateur était, dans le fond, de donner une information à date pour permettre une prise de décision. Tu sais, si vous sortez une attestation le 1er février et que vous dites, oui, on a toutes les couvertures possibles et inimaginables d'assurance sur l'immeuble et que le 1er mars, l'assureur décide de ne pas rouler la police d'assurance parce qu'il y a trop de dégâts d'eau dans la bâtisse, puis vous avez un courtier qui souhaite vendre son appartement le 1er avril, s'il remet l'attestation à l'effet que toutes les couvertures sont en place, bien, on induit en erreur l'acheteur. Et hmm, c'est ça que c'est réellement pas ça ce que le législateur voulait faire. Donc, je pense que, écoutez, je pense qu'il faut se tenir un peu de ce discours-là, une attestation une fois par année, c'est déraisonnable. hmm. Absolument. Si on parle plutôt des liquidités disponibles au fonds de prévoyance Oui, en date de l'attestation, là, on le sait que on recommande à l'ensemble des copropriétés là, d'avoir des fonds, des séparé. comptes distincts, des comptes bancaires distincts pour ce qui est des différents fonds, là, fonds d'administration, fonds de prévoyance et fonds d'auto-assurance là, désormais là, pour le syndicat. Donc, si jamais les liquidités disponibles dans votre fonds et au niveau bancaire étaient différents du montant total du fonds en date de l'attestation, ben, à ce moment-là, il faudrait l'indiquer. Pour la plupart des syndicats de copropriété, je vais vous dire que les virements mensuels comptables, des fois, ne correspondent pas nécessairement aux virements mensuels bancaires. Là, on vient s'ajuster des fois peut-être au trimestre ou de façon annuelle. À ce moment-là, ça va être tout simplement important encore une fois, de le mentionner dans les commentaires, là, tout simplement. Puisque ça se peut qu'il y ait différents types de gestion, si on veut, là, pour la gestion des liquidités. Mais Tout Guillaume, simplement l'équité. quand on est un petit syndicat, Guillaume, là, faites Hmm, des virements automatisés avec, avec la banque ou la Caisse des Jardins. C'est tellement simple. Puis ça va vous absolument. éviter de vous questionner. C'est sûr que là, si vous faites des travaux puis vous jouez dedans, il faut que vous soyez à jour. Mais ceux qui ont des petits syndicats, qui n'ont pas de gestionnaire, le fait de faire le transfert qui équivaut au montant annuel au bout de 12 mois, c'est tellement facilitant. Je m'excuse, Absolument. continue, Guillaume. Oui, absolument. Puis là, si on va à la troisième ligne, le montant recommandé selon l'étude de fonds de prévoyance au début de l'année en cours. Ben, écoutez, là, c'est que lorsque vous allez faire une étude de fonds de prévoyance, à tous les ans, on va vous donner un montant recommandé selon l'étude. Fait que votre étude va déterminer non seulement les cotisations annuelles que vous devez verser dans votre fonds de prévoyance, il va établir également un échéancier de décaissement, hein. À tous les ans, vous allez avoir certains travaux à effectuer. Donc, non seulement vous allez faire des cotisations, donc vous allez renflouer votre fonds de prévoyance. À tous les ans, il y a des travaux prévus qui peuvent être de différents montants qui vont venir réduire ce fonds-là. Donc, on va arriver à la fin de l'année avec, mettons, ils vont vous l'indexer avec des intérêts, si on veut, là, comme emplacement. Puis vous allez arriver avec des montants recommandés selon l'étude au début de l'année en cours. Puis là, l'autre chose que je peux vous dire également, c'est que lorsque les montants recommandés selon votre étude de prévoyance sont très différents de ceux qui sont réellement disponibles au fonds de prévoyance en date de votre attestation, bien, donnez si on veut, là, certaines spécificités Hey, qui ont pu subvenir, là, explication. donner des explications. Ça se peut que dans votre étude de fonds de prévoyance, la toiture était due dans 3 ans, mais vous l'avez devancée parce qu'elle commençait à couler, là. Fait que clairement, vous allez avoir moins de fonds que ce que la recommandation de l'étude vous donne. Faites juste donner de l'information. Ça va éviter beaucoup de back and forth avec les éventuels acquéreurs et les professionnels au dossier, là. Merci. Puis j'explique encore. Donner des explications, section commentaires. Le meilleur exemple qu'on peut donner, on a devancé la toiture de 1 an, 2 ans, 3 ans.
Mais là, c'est sûr que notre fonds de prévoyance a été amputé. Ben écoutez, on a devancé la toiture parce que ça coulait, puis on l'a fait. Donc, ça, rappelons-nous, on va en parler dans la prochaine web radio, remise à jour aux 5 ans. Tous ces chiffres-là sont rebalancés, mais donnez l'information que vous avez. Au niveau des résultats financiers du fonds de prévoyance, parce que je dis bien qu'on est dans le fonds de prévoyance, vous allez voir que le fonds d'opération est après. Guillaume, Fonds d'opération, c'est fonds de maintenance. Parce que On je vois qu'on administre. a une question là. tout à fait. Ben, on peut avoir différentes nomenclatures pour le fonds d'opération. Chez nous, on l'appelle le fonds d'administration, mais disons que ce fonds-là, c'est le fonds dans lequel on essaie de déposer le montant qu'on va avoir besoin pour administrer le syndicat annuellement, là. Donc, on ne veut pas nécessairement générer de surplus dans ce fonds-là. On veut essayer d'être le plus juste possible avec les frais communs qu'on demande à nos copropriétaires qui devront être dépensés dans la prochaine année. Le but de ce fonds-là, c'est vraiment de subvenir justement aux besoins du syndicat quant aux charges communes, là, puis aux Payer, besoins de facture. maintenance. Exactement. OK. Fait que Bon, là, Guillaume, si ça nous arrive, selon les états financiers des 3 dernières années, en partant, ça vous prend des états financiers. Parce que souvent, les petits syndicats, ils sont juste en train de faire un suivi par rapport au compte de banque, puis ce qui a passé, puis ce qui était déposé. Eh Mm. bien là, il va falloir que vous raffiniez un peu ou preniez un contrat minimalement de gestion financière avec un commis comptable, un comptable externe ou un gestionnaire qui offre un service à la carte. Mais je te cède la parole, Guillaume. Ben, effectivement, là, tu sais, on parlait tout à l'heure de de tout ce qui était minimalement disponible dans l'état de la copropriété. C'est venu être bonifié ici par le formulaire, là, l'attestation du AGCQ. Là. On vient vraiment avoir une précision là, distincte pour les différents fonds du syndicat. Ce qu'on veut, c'est les résultats financiers au fonds de prévoyance parce que c'est très différent des charges d'opération. On veut ici venir vraiment éclaircir est-ce qu'on avait bien prévu les travaux plus majeurs, donc de réfection ou réparation des parties communes de l'immeuble? Fait qu'on veut avoir comment est-ce qu'on a géré justement là, notre fonds de prévoyance dans les dernières années. Est-ce qu'il y avait, est-ce qu'on a fait des déficits importants au fonds de prévoyance? Ça donne une indication à un éventuel acquéreur à savoir si effectivement on est en train de, est-ce que le fonds de prévoyance avait été sous-cotisé ou est-ce que le fonds de prévoyance est en sous-cotisation présentement? Fait qu'on vient, encore une fois, là, donner des commentaires si les revenus dépenses donnent des déficits importants. Ça se peut, hein, dans un fonds de prévoyance, ça se peut que 3 ans en ligne, on ait fait des réparations majeures parce qu'on était rendu là dans l'immeuble. Et puis, c'est normal que ce fonds-là, beaucoup plus que le fonds d'opération, c'est normal que ce fonds-là puisse être déficitaire année après année pendant 3 ans, là. Je veux dire, on était peut-être dans une phase du syndicat de copropriété où, au même moment, il fallait refaire les portes patio, la toiture, et on a décidé de faire ça sur 3 années, ouais. là. Fait que ça, il n'y a pas de. C'est pas alarmant si les explications sont au rendez-vous pour ce qui est du fonds de prévoyance, et même s'il est déficitaire sur plusieurs années. Je ne dirais pas la même chose pour le fonds d'opération. Pour ce qui est du fonds d'opération, si là, on vient avoir des déficits administratifs année après année, ben, c'est parce que finalement, on ne demande pas assez de frais communs aux copropriétaires pour répondre aux besoins en termes d'entretien et de maintenance du syndicat annuellement. Fait que là, à ce niveau-là, on peut avoir peut-être un petit son de cloche là, qui allume. Fait que, tu sais, chacun de ces fonds-là a leur propre particularité. Puis c'est important, encore une fois, là, de donner les commentaires adéquats lorsqu'on va venir remplir l'attestation là, pour expliquer les surplus déficits des 3 dernières années du syndicat. Ben, Julien, vous aviez quelque chose à rajouter sur le Alors, il y côté. a vraiment dans le volet financier de l'opération, puis c'est certain que les syndicats qui ont des gestionnaires vont pouvoir certainement s'appuyer sur leur science. Mais c'est sûr qu'au niveau du regroupement des gestionnaires et Côte du Québec, on va faire quand même beaucoup d'ateliers sur ces éléments-là pour la suite des choses parce que on est obligé d'avoir une meilleure rigueur comptable, hein. C'est ce qu'on réalise finalement, parce que sinon, si on ne tient pas adéquatement nos livres, ben, ça va être difficile de répondre à l'attestation. Mm. Effectivement. Le point 2.8, c'est relativement assez facile. C'est les charges communes.
Donc, on a indiqué ce qui s'est passé. Il y a toujours la section des commentaires qui peut être bonifiée pour expliquer quelque chose. Ici, on veut savoir si la copropriété a beaucoup de mauvais payeurs, si on veut, là. C'est un petit peu ce qu'on vient valider, là, notamment au niveau des frais communs, mais là-dedans, on englobe aussi peut-être les appels de charges, les cotisations spéciales. Donc, on veut savoir là, en haut, s'il y a des montants importants qui ont été perçus mais qui n'ont pas été payés. Ça peut venir là, justement là, à donner des informations supplémentaires, là. Fait que, Effectivement. 2,9, Guillaume, pour le fonds d'auto-assurance. ben, rapidement, c'est un petit peu la même chose, mais là, on vient vraiment couvrir plus tout ce qui est la portion sinistre du syndicat de copropriété. On se rappelle que le fonds d'auto-assurance dans un syndicat de copropriété là, doit correspondre au montant de la plus haute franchise, là, excluant les tremblements de terre, là. Donc, c'est souvent la franchise pour dommages par l'eau là, qu'on doit avoir en tout temps dans notre fonds d'auto-assurance. Fait que c'est 10 000, tout dépendant si vous êtes un petit syndicat, là, 5, 10, 25, 50 000, 100 000, là, on en a plusieurs. Fait que ce qu'on veut savoir, c'est un petit peu là, l'état là, justement des revenus dépenses et les sinistres qu'on a couverts là, au cours des 3 dernières années dans ce fonds-là, là. Puis ce qui est important, c'est que lorsqu'il y a un déficit, ben, il faut que le revenu soit subséquent à l'année suivante, là. Parce que si on a, par exemple, un fonds d'auto-assurance de 50 000 mais on vient puiser 20 000 dans le fonds d'auto-assurance au cours d'une année financière, mais on doit renflouer le 20 000 dans l'année suivante. Fait que c'est sûr que là, si vous avez des déficits au niveau des revenus dépenses, ben, il faut voir les revenus en conséquence là, des années suivantes là, au niveau du Fait fonds que ce d'auto-assurance. que tu viens d'expliquer, mettons que j'ai la première ligne, que j'ai un gros déficit, un gros sinistre puis un déficit, ben, il va falloir que l'année d'après ou l'autre après, je vois quelque chose qui rentre plus Eh, substantiel. Exactement. Il faut s'assurer de tout le temps renflouer ce fonds-là année après année. Parfait. Là, je t'écoute sur le résultat financier pour l'ensemble des fonds. Ben là, c'est à ce moment-là, on vient vraiment là, comme faire nos résultats globaux. Fait qu'on vient comme condenser l'ensemble des revenus du syndicat hein, pour ce qui est des trois fonds, parce que habituellement, comment est-ce que c'est détaillé dans un état financier annuel? Vous avez vraiment les cotisations au fonds, on va l'appeler fonds d'administration, mais là, ça peut être le fonds de maintenance, ça peut être le fonds d'opération, là, tout dépendant comment vous l'appelez, là. Donc, l'ensemble des revenus du syndicat qui se dirigent vers le fonds d'administration, le fonds de prévoyance et le fonds d'auto-assurance. Puis habituellement, lorsqu'on n'a pas de travaux majeurs dans une année financière, ben, il est censé être dégagé des surplus. OK? Parce que le but du syndicat de copropriété dans le fonds d'administration, c'est d'arriver sans surplus ni déficit, mais dans le fonds de prévoyance, c'est d'accumuler des montants dans ce fonds-là pour subvenir aux besoins pour la réparation et la réfection des parties communes sur le long terme. Donc, habituellement, quand il n'y a pas de travaux majeurs et qu'il n'y a pas de sinistre majeur, on est censé dégager des surplus dans le syndicat de copropriété. Fait que ça devient un peu, si on veut, là, on va dire le condensé de ces trois fonds-là là, qui vient être mis en lumière. Puis les surplus, les déficits des trois autres fonds en haut doivent équivaloir à, vous savez, là, les 3 dernières années des fonds qui sont mis ensemble, là. Merci, Guillaume. Et ici, une belle section 2,11 commentaires additionnels. Il y a plusieurs syndicats qui ont même plus que les trois comptes, les trois fonds. Donc, on Mhm. va voir dans les grands syndicats souvent un compte de travaux majeurs parce que ce n'est pas nécessairement éligible au fonds de prévoyance. Tout ça. C'est le temps que c'est là le moment où vous devez venir bonifier votre situation particulière qui peut être le fun à refléter à un éventuel acheteur ou un copropriétaire qui veut mettre en vente son unité ou ce que ça transmet une belle image de ça. Et je reviens tantôt, les fonds de prévoyance, vous savez qu'en versant juste seulement à la fin de l'année, bien, vous perdez de l'intérêt tout au long de l'année, tandis que si vous le transférez mensuellement, l'intérêt sur les fonds du fonds de prévoyance, les professionnels dans l'établissement des rendements y en tiennent compte. Donc, c'est important que vous soyez le mieux organisé possible pour transférer le plus rapidement possible, donc mensuellement, c'est la meilleure chose. Au niveau de l'assurance du syndicat. Maître Jolicoeur, ici, Guillaume, je vais te laisser aussi expliquer, mais ici,
on a des petits soucis pour certains syndicats hein, qui ont de la difficulté avec D'où l'assurance. l'importance de sortir de ce dogme de dire que c'est une attestation annuelle, parce que ça, c'est bien un domaine, on l'a vu sur le volet financier, ça peut évoluer dans le temps, mais on sait aussi que les syndicats de copropriétaires ont des difficultés parfois à se réassurer. J'ai connu d'ailleurs un client tout récemment qui m'a indiqué vendredi dernier, l'assureur ne m'a pas renouvelé notre police d'assurance. Mais quand on parle de police d'assurance, on parle de police d'assurance avec un S parce qu'il y a toutes sortes de couvertures d'assurance. J'ai un dossier à l'esprit où le syndicat a une assurance pour le bâtiment, mais ils sont incapables de trouver l'assurance responsabilité civile pour leurs administrateurs parce qu'il y a eu trop de, entre guillemets, chicane à copropriété. Ça fait peur aux assureurs, donc on n'est plus capable de replacer les risques en responsabilité civile des administrateurs. Donc, on doit décliner les produits d'assurance que l'on a. On doit également indiquer le montant des franchises d'assurance donc de donner un portrait exact de l'état de l'assurance en matière de courtier, qui est, comme vous le savez, Valérie, obligatoire en vertu de l'article 1073 du Code civil du Québec. On a aussi également l'obligation de faire évaluer la valeur de reconstruction du bâtiment par un membre de l'Ordre des évaluateurs agréés. Alors ça également, c'est important parce que s'il n'y a pas eu d'évaluation, ça se peut que le montant d'assurance de biens qui apparaît ici soit nettement insuffisant. Et on demande aussi, est-ce que la valeur au rapport d'évaluation et celle sur le contrat d'assurance, est-ce que finalement ce sont les mêmes? Donc finalement, c'est vraiment de l'information sur l'assurabilité de l'immeuble, mais également sur le montant des franchises, qui a un impact direct sur le fonds d'auto-assurance de la copropriété. Effectivement. Ben, je le cache, je profite puisque vous êtes sur une lancée de réponses. On indique est-ce qu'on a une valeur de reconstruction qui a été établie. On dit la date du rapport, puis on Mhm. dit la valeur de coût de reconstruction. Mais il n'y a Ouais. pas d'onglet joindre le rapport, là. Alors, j'aimerais vous Non. entendre sur des documents qu'on voudrait ajouter comme des briques une par-dessus l'autre. Ben, c'est pertinent comme question parce que l'information qui est communiquée dans l'attestation, c'est une information synthétisée. Ce n'est pas la documentation. Un exemple, moi, je veux voir si le syndicat a une assurance responsabilité civile pour le gérant. Ben, c'est coché non. Je veux savoir s'il y en a une si j'ai le certificat d'assurance. Mais c'est tout à fait légitime qu'il n'y en ait pas dans cet immeuble-là parce qu'il n'y a pas de gérant pour la copropriété. Donc, c'est vraiment par la documentation. Et je répète, là, 1068.1, ça rime avec 1068.2. Je reçois l'information synthétisée du syndicat au terme d'une attestation. Puis moi, comme acheteur, je vais peut-être vous demander, si je ne m'en déclare pas satisfait, l'information qui m'a été communiquée de façon synthétique. Donc, tout ça se marie ensemble. Parfait. Merci beaucoup parce que c'est important de préciser que les administrateurs, vous ne devez pas commencer à envoyer un énorme fichier avec plein de choses, Non, mais pas. vous devez répondre si questions surplus reviennent ou supplémentaires. Donc, les autres questions, bien naturellement, la valeur du coût de reconstruction, comme indiqué dans le contrat d'assurance actuel, le montant de la plus haute franchise, on revient sur des points. Euh, et on fait, tantôt Guillaume en parlait, excluant les tremblements de terre, le montant total du fonds d'auto-assurance en date de l'attestation, les liquidités du fonds d'auto-assurance en date du jour, le syndicat. Ça, c'est encore une chose que si on produit une attestation qui n'est pas nécessairement mise à jour à chaque demande, ben, ces choses-là peuvent changer de façon substantielle. Il faut Énormément. penser à garder nos informations Mhm. bien à jour. Ouais. Il y a beaucoup de questions, Valérie, là, qui est dans le chat. On va essayer de se garder un peu de temps parce que je vois qu'il y a Oui, des parfait. questions qui sont d'une Donc, autre pertinence. On va peut-être passer. Ben, la question des sinistres, ça, c'est quand même un sujet relativement important parce que on a parfois dans certaines copropriétés une approche un peu cavalière vis-à-vis des assureurs, puis vous direz qu'on n'est pas là pour protéger les assureurs, mais de ne pas déclarer nos sinistres. Ah, c'est en dessous de la franchise. Bien, vous ne pouvez pas avoir la même approche dans l'attestation parce qu'il faut les déclarer des sinistres qui ont un impact sur les parties communes, mais qui ont également un impact sur la partie privative qui sera éventuellement vendue.
Alors, donc, ça vous oblige à une plus grande rigueur dans la gestion de vos sinistres en côté. Puis tout ce cadre législatif, ça vise à avoir une meilleure gouvernance en matière de copropriété. Moi, je suis sûr que les détecteurs de fuite d'eau vont être plus appréciés dorénavant à partir du moment où si la copropriété est taxée par une mauvaise réputation en matière de dégâts d'eau, on ne vaudra peut-être plus acheter dans l'immeuble. Donc, tout le volet préventionniste, tout le volet de prévoir également des travaux, tout ce qui est dans la saine gouvernance va être, dans le fond, moussé par cette attestation. Et je répète à Mm. tous ça, c'est de l'information. Vous ne pouvez pas envoyer la police d'assurance avec l'attestation et souhaiter aux gens bonne lecture parce que ce n'est pas du tout ce qui est, dans le fond, demandé par le législateur. Bon, on fait juste Exact. attirer votre attention, 3.8. On espère que vous avez la description des parties privatives parce que ben, si vous ne l'avez pas, vous tombez sur la vitesse grand V. Et si vous l'avez, ben, vous cochez, c'est tout. Donc, ici, là, on Peut-être arrive. simplement aussi rapidement au niveau des sinistres, faites attention aussi de ne pas nommer des copropriétaires impliqués dans un sinistre, de ne pas nommer nécessairement les unités, là, d'y aller vraiment d'une description. Ce qu'on veut, c'est une description sommaire. Là, on ne veut pas se mettre, si on veut, là, en situation là, Guillaume, éventuellement. si tu veux bien dire, toilette qui a coulé, 5000 pièces de dommages. Exactement, exactement. Ayant affecté deux parties privatives, on peut le dire comme ça, mais tu sais, on Oui. nomme pas les copropriétaires, on nomme pas les unités. Euh, c'est important là, dans l'attestation d'y aller quand même d'informations tu sais, qui visent à informer un éventuel acquéreur sur sa prise de décision, mais on n'y va pas plus que ça là, au niveau là, des informations qu'on donne, là. Guillaume, rapidement, le 4.1, les inspections, les expertises. Écoute, dans Ouais. un premier temps, on va séparer aujourd'hui là, les plus grosses bâtisses des plus petites. Parce que tu sais, si Mhm. on dit l'inspection de 122, ben, il y a beaucoup de bâtiments au Québec, plus de 90% qui ne sont pas éligibles. Mais si on a fait une thermographie pour voir l'eau rentrait où dans un 8 unités, est-ce qu'on le met là ou on le met pas? Ouais. Absolument, là, tu sais, tout ce qui est, en fait, tout ce que vous avez sous la main en tant qu'inspection et expertise, c'est important de le mentionner à cet endroit-là. Je parle ici des toutes les inspections alarme incendie, les inspections CO2 au garage, inspection des façades, justement pour les bâtiments qui sont assujettis, toute autre expertise que vous allez pouvoir réaliser dans le cadre de travaux ou de sinistres là, éventuels, là, si vous avez des sinistres par la toiture, tout ce que vous pouvez mettre à cet endroit-là, vous le mettez. Puis, encore une fois, tu sais, cette attestation-là va venir à, si on veut, là, assurer une certaine saine gouvernance là, par rapport aux documents qui s'y retrouvent, là. On voit souvent dans des syndicats de copropriété qu'on a fait réaliser des inspections, des expertises, puis que ça s'est perdu au travers de des courriels, puis ça n'a pas été classé nécessairement au registre du syndicat de copropriété, mais l'attestation va venir un peu, si on veut, assurer là, une meilleure administration là, et une meilleure conservation là, des archives et des registres, là, si on veut, dans les syndicats. Là, ça va apporter ça, c'est certain, là, puisque s'il y a bien, si on veut, nous présentement, une section de l'attestation qu'on trouve un petit peu plus difficile à colliger puis à répondre, c'est notamment la section des inspections et des expertises. Ben, regarde, les 4.1, 4.2, 4.3, c'est un peu plus lourd, là, puis surtout quand on a Mm, des plus gros syndicats, parce qu'il y a beaucoup de matériel à trier, tout ça. Mais c'est clair, Guillaume vient de le dire, ce que vous avez comme documentation, commencez à faire un ménage là-dedans, notez-les, ça va évoluer. Des années, vous allez sortir des attestations, bon, ça va bouger parce qu'on ne peut pas remplir un roman nécessairement. Mais mm. soyez le plus transparent possible, le plus proche de votre réalité. Si jamais il vous manque le coût que ça a coûté, mais vous avez le rapport, ben mettez-le, parce que comme ça, dire oh, malheureusement, on a perdu la facture d'il y a 3 ans mais mettez, on le dit, documentez ce qui est peut-être moins avantageux, puis comme ça, vous risquez que ça vous donne un petit coup de pouce à avoir une attestation qui est présentable quand même. Mm. Puis je retiens ce que Maître Jolicoeur a dit, ça va peut-être pouvoir venir jouer un peu sur la valeur, mais c'est sûr que c'est comme ça, là. Je veux dire, les gens veulent savoir qu'est-ce qu'ils achètent, puis est-ce que ça vaut le prix qui est demandé présentement.
Le 4.4, l'Assemblée des copros a-t-elle adopté une résolution approuvant l'exécution de travaux de transformation, d'amélioration ou d'agrandissement des parties communes? Donc ça, c'est quand même des projets spéciaux qui Oui, sont c'est des projets spéciaux et d'ailleurs, ça, cette question-là émane du DRCOP, là, de la demande de renseignement sur la qualité. Quand on vous dit qu'on a fusionné les substrats de la DRCOP avec les documents, les renseignements minimaux, oui, c'est important parce que ça peut avoir un impact sur le cadre budgétaire important. Alors, c'est pour ça que la question est posée. Je reviens toujours au principe de base, puis qui est très simple. Vous êtes acheteur dans une copropriété, vous voulez évaluer votre risque financier. À quoi puis-je m'attendre? exact. Et c'est ça qui est important, mais c'est ça l'esprit. On peut disserter pendant des heures puis des heures, mais l'intention du législateur, et c'est d'ailleurs le rapport du comité consultatif qu'on a produit, ça vient de là, Mme Couture-Valéry, c'était que les acheteurs puissent savoir à quoi s'attendre. Exact. Alors, évidemment, c'est un exercice qui peut paraître fastidieux au début parce que je pense que c'est la première fois qu'on le remplit. C'est là qu'on va passer le plus de temps possible. Mais une fois que les choses sont en place, on va être plus dans la récurrence là, de mettre à jour les attestations. Tout à fait. Cadre juridique, Maître Jolicoeur, je voulais ça. Qu'est-ce qu'on met là-dedans, mise en demeure, Ben, etc. c'est-à-dire que s'il y a des modifications qui ont été apportées à la déclaration de courrier au cours des 3 dernières années, je pense notamment aux règlements là, qui peuvent être adoptés et non produits. Oui, S'il y a des procédures judiciaires d'arbitrage, médiation, bien évidemment, ça peut avoir un impact sur les finances de la copropriété, d'où l'importance de communiquer cette information-là. Maître Jolicoeur, on a reçu une mise en demeure comme syndicat. Est-ce qu'on en parle? Non, parce que la mise en demeure n'est pas encore une procédure de cours et des fois, la mise en demeure nécessite une réponse, donc on n'est pas encore dans le processus judiciaire. Parfait, merci. Charges communes pour l'année financière en cours, montant des charges communes annuelles pour la partie privative principale, pour les parties privatives accessoires, si vous avez un stationnement des charges qui est à part, le rangement ou autre. Ça, c'est relativement simple. Montant des charges communes annuelles pour l'entretien et réparation courante des parties communes à usage restreint. Ça, Guillaume, je pense que c'est un enjeu qu'on vit parce que même pour les professionnels, on va en parler avec Julien dans 2 semaines, mais est-ce qu'il y a une spécificité pour que je dois payer dans le budget plus parce que j'ai une terrasse au toit, mettons? Ouais, c'est ça. Tu sais, on veut savoir finalement si l'objet, si l'unité qui l'objet de la vente on appelle ça une clé de répartition particulière, là. Donc, est-ce qu'elle a à payer notamment pour la constitution d'un fonds de prévoyance qui serait propre à une terrasse sur le toit, par exemple? Ou est-ce qu'elle a des particularités au niveau Ouais. des stationnements? Ou, tu sais, fait que ça, on vient déterminer ça. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qui a été ajouté par le RGCQ là, dans son document, mais qui est très pertinent là, pour effectivement un éventuel acquéreur de l'unité en question. Là. C'est Ben beaucoup oui, moins sur l'état de la copropriété, mais on le sait beaucoup plus à quoi s'attendre. Là. ma terrasse, si elle me coûte 100 pièces de plus par mois, il faut que je le sache. Exactement, exactement. La même chose pour les réparations de cette PCUR-là, partie commune à usage restreint. S'il y a des réparations qui s'en viendraient, on a avisé les copropriétaires que l'année prochaine, il faut qu'il paye 2 000 $ pour refaire sa terrasse. Ben, si on le sait, on l'indique là. Exactement. Ici, Guillaume, dans le 6.2, les arriérages sur la partie privative principale ou accessoire, Ben, c'est les retards de paiement? exactement. Donc, ici, on vient juste regarder si finalement là, les charges communes de la partie sont à jour là, au niveau des états financiers du syndicat de copropriété. Puis sinon, ben, on va l'indiquer à cet endroit-là. Là. Donc, parce qu'on sait qu'une copropriété qui a des arrérages envers le syndicat, ben, il y a des procédures légales qui peuvent être entreprises. Là. Donc, est-ce que justement l'unité en question fait l'objet de des procédures là, pour la récupération de ces sommes-là par le syndicat, là, puisque on sait que le syndicat est en premier rang là, pour se faire rembourser ces Oui, différents montants-là. Là. tout à fait. Puis d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a un article quand même qui est dans le Code civil depuis de nombreuses années, qui est l'article 1069 du Code civil du Québec, qui prévoit que l'acheteur devient Et- responsable des charges communes impayées de son vendeur.
Sauf qu'il peut demander un état des charges communes et si le syndicat ne lui donne pas, ben, ça va le désolidariser. Mais l'objectif, c'est de donner dès le début l'information. S'il y a Exact. des charges communes impayées, le prometteur acquéreur va en savoir une chose, puis il va le savoir. C'est toujours d'obtenir de l'information pour qu'une prise de décision se fasse de façon éclairée. Là, Maître Mm. Jolicoeur, sur le 6.3, les cotisations qui ont été adoptées mais qui ne sont pas encore exigibles. Ça, je vous dirais que même actuellement, avant avec les DSOP, tout ça, c'était des choses soit au niveau du courtier ou au niveau du notaire, qui accrochaient des fois, là. Ben oui, c'est sûr, ça accrochait parce que se poser la question, oui, mais là, ça fait 2 mois que j'ai acheté, puis paf, je reçois un avis de cotisation spéciale de 15 000. 5 000. Ça vient d'où cette histoire-là? Puis on n'en avait pas trop discuté dans la négociation de l'offre d'achat. Alors, je vais appeler mon avocat pour savoir si ce n'est pas mon valeur qui doit être payé. L'idée, c'est d'éviter les mauvaises surprises. Et c'est pour ça qu'on a introduit cet élément-là. Les conseils d'administration, Maître Jolicoeur, qui savent qu'ils vont faire des travaux, mais que l'Assemblée n'a pas eu lieu dans leur budget, ils veulent présenter une contribution spéciale de 50 000, peuvent le mettre ou le mettent pas? Eh bien, ils peuvent le mettre, mais tu sais, à quelque part, on arrive, non pas sur je pense qu'on va faire quelque chose, c'est plus on va faire quelque chose. Et on va faire quelque chose, mais on va donner une chance à nos corridors de respirer. On va juste cotiser dans 6 mois. Est-ce que Exact. ça se peut dans 6 mois, ce ne sera plus du tout la même personne? Puis si la personne qui est là dans 6 mois avait su en amont que ça s'en venait, bien, la négociation du prêt a été prise de façon conséquente. Alors, c'est toujours Mm. pour que l'équilibre se fasse correctement. Mais si les administrateurs pensent à faire une dépense, mais ils sont juste dans leur esprit, bien, ça n'a pas été être indiqué dans l'attestation. C'est ça, ils n'ont pas de soumission, le projet n'est pas encore bien Exact. élaboré, on va dire ça comme ça. Mm. Euh, le syndicat a-t-il transmis un avis ou est-il sur le point de transmettre un avis de déclaration à la convention, à la copropriété? Ça, Maître Jolicoeur, c'est quelqu'un qui ne respecterait pas un Ouais, règlement, puis c'est un sûr, litige. c'est sûr. Celui qui a posé des planchers de revêtement de soldure sans mettre de membrane, puis la- la- l'enfer s'en vient pour le futur acheteur. Donc, effectivement, c'est d'une haute pertinence. Puis le 6.5, qui est quand même proche de l'autre, a-t-il effectué des travaux dans sa partie privative sans autorisation? Tous les autres travaux, c'est correct, mais s'il y a eu des travaux, puis il n'y a pas eu d'autorisation, mais le syndicat est au courant, doit le dévoiler. Exactement. Si quelqu'un a décidé d'agrandir sa mezzanine pour se donner une plus grande superficie, ben, ça peut avoir un impact là, sur le titre de propriété. Maintenant, Mm. on est rendu à la fin, puis ça prend quelqu'un pour signer ça. Avant qu'on arrive à la fin, il y a une Oui, clause relativement importante qui n'était pas dans le formulaire de la SHQ, c'est la question de la confidentialité. On donne de l'information très, entre guillemets, intime, synthétisée sur la copropriété. Ça ne nous tente pas, ça, que quelqu'un prenne cette information-là, la diffuse sur Facebook, commence à la diffuser. Donc, on a prévu une clause avec un engagement de confidentialité autour de cette documentation-là. C'est de la documentation qui ne peut servir que pour une éventuelle transaction et non pas pour la pavaner. Alors d'ailleurs, les courtiers immobiliers ne peuvent pas se servir de ça puis l'envoyer d'un dossier à un autre. Là, il y a une question de confidentialité. Et c'est pour ça qu'on a mis cette clause de confidentialité qui est extrêmement importante à être insérée pour que celui qui va recevoir l'attestation comprenne qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut avec. parfait. Maintenant, qui signe ça? Est-ce que c'est un membre du CA? Est-ce que c'est trois administrateurs? Est-ce que c'est un gestionnaire? Est-ce que Ah, c'est là, le copropriétaire? c'est la question du siècle. Faut que le conseil, qu'il faut que la personne qui signe ça ait l'autorisation de signer. Alors, évidemment, ce pouvoir aurait pu être octroyé par la déclaration de courtier, mais on s'entend que toutes les déclarations de courtier qui sont récentes n'ont pas prévu ce cas. Donc, ça va être par résolution du conseil qu'on va désigner la personne en autorité pour signer l'attestation. Bon, on a fait le tour de notre formulaire du RGCQ, formulaire ultra bien fait. Là, je vous le dis, j'ai pas eu le temps de suivre les questions. Est-ce qu'il y en avait que Il vous y, en avez il remarqué, y en a quand même Guillaume ou Maître Jolicoeur? quelques-unes d'intérêt. On ne pourra pas répondre à toutes les questions ce soir, mais
Il y a des gens qui avaient de la difficulté à imprimer, d'avoir le document dans son entièreté. Ce que je vous invite à ce moment-là, c'est que vous pouvez appeler la ligne d'assistance du RGCQ. Je vous donne le numéro 1-888-313-7427 sur des problématiques d'assistance pour obtenir. En fait, le concept il est simple. Si vous êtes membre du RGCQ, vous avez deux choses. La première, l'attestation, c'est gratuit. Mais si vous êtes membre également, vous allez avoir accès au guide pour vous aider à vous accompagner pour compléter l'attestation. Si vous êtes non-membre, vous ne voulez pas devenir membre du RGCQ, vous pouvez la télécharger. C'est gratuit, tout simplement, sur le site du RGCQ. Alors, évidemment, le RGCQ est une OBNL, c'est un organisme à but non lucratif, donc on n'est pas là pour faire des marges bénéficiaires. On a quand même des employés, puis évidemment, il y a des charges qui sont autour de cette activité. D'ailleurs, on a eu des questions, Valérie, qui nous ont été posées, mais combien peut-on charger? Alors, là-dessus, c'est une question récurrente. C'est-tu 1 000 c'est-tu 5 000 c'est-tu 100 etc. Alors, c'est important que vous vous dotiez d'un règlement sur les frais administratifs pour pas que ça soit, dans le fond, arbitraire, ces frais-là. Donc, l'objectif, c'est qu'un syndicat, je vous rappelle ce que c'est un syndicat. Un syndicat, c'est un organisme à but non lucratif. C'était reconnu en jurisprudence. On n'est pas là pour faire de l'argent puis faire des marges bénéficiaires. Mais on est là à tout le moins pour obtenir remboursement du temps alloué par des bénévoles qui vont devoir se dédier. Et c'est possible aussi que le gestionnaire de la copropriété vous charge un honoraire au syndicat pour avoir ce que j'appellerais le modèle de base d'attestation. Donc, ça, c'est une prestation à être définie entre votre gestionnaire et le syndicat. Il va vous charger, mais par la suite, vous allez pouvoir facturer à chaque fois qu'il va y avoir une attestation. Donc, c'est un élément, je pense, important à comprendre que ce n'est pas une marge de profit, mais on doit quand même compenser pour le temps alloué. On a évidemment de nombreuses questions. C'est dommage, on ne pourra peut-être pas passer à travers tous et chacune de ces questions. C'est un document qui a été réellement réfléchi. On a réellement pris le temps pour trouver l'équilibre entre le droit de l'acheteur et le droit de celui qui veut vendre. Également, il faut avoir à l'esprit que si on met des barrières à l'attestation, il peut y avoir des conséquences judiciaires. Si on ne communique pas l'attestation et que vous faites en sorte de faire avorter une vente, votre syndicat, peut-être même votre gestionnaire, s'expose à des recours en justice. Alors, il faut être extrêmement prudent là, si vous faites avorter des transactions. L'autre élément aussi, c'est que... Mais Oui. Maître Jolicoeur, je voudrais juste rajouter ce que vous avez dit, qu'on s'est penché là-dessus réellement. Je peux vous confirmer que l'attestation du RGCQ, Guillaume et moi, on est chacun Guillaume est sur le conseil du RGCQ de Québec, moi de Montréal. Vous avez les meilleurs experts se sont planchés sur ça pour essayer de venir voir tout ce qu'il y a englobé avec ça. Sincèrement, c'est un travail bien fait, puis ça risque de cheminer longtemps parce qu'il répond à tous les besoins. Donc, à éclairer un éventuel acheteur, est-ce que je suis bien dans ce dossier-là ou il faut que j'aille cogner à une autre porte? Je m'excuse, M. Jolicoeur, il fallait que je le dise. Mais Je je dis trouve que c'est Maître pertinent. Papineau, Maître Paradis, Maître Gagnon, vous, etc., ça n'arrête plus, là. C'est-à-dire qu'on est pas mal en phasage, les juristes spécialisés en copropriété, d'assurer le respect d'une loi et le respect autant des critères qui souhaitent vendre que le respect d'un acheteur. C'est pour ça que l'information doit être actualisée. C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans des rhétoriques quelconques en disant non, 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 il y en aura une par année. Je pense que c'est une erreur parce que ça a deux conséquences. Ça a une conséquence d'exposer votre syndicat à des recours en justice pour perdre une transaction, ce qui a quand même lourde de conséquences, mais c'est également un risque de perte en termes réputationnels. Moi, si dans un immeuble, on ne me fournit pas l'attestation, ça veut dire que je n'irai pas acheter là. Je vais aller ailleurs acheter. Les courtiers immobiliers sont tout à fait au fait des conséquences d'une copropriété qui ne fournit pas l'attestation ou qui fournissent l'attestation de façon bâclée. Ayez toujours à l'esprit. Maintenant, un élément important pour en fin de clôture de cette web radio, vous avez une obligation de moyens et non pas de résultats. Bon. D'ailleurs, dans le formulaire, on dit au meilleur de ma connaissance à la toute fin. Pourquoi? Parce que je n'aurai pas au comptable, mais c'est sûr que les chiffres vont jouer, même dans la semaine. Là.
Alors, Mm. l'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle, comme mon père m'avait enseigné quand j'étais jeune, la notion d'ordre des grandeurs. Entre 2 et 2 ne peuvent pas faire 222. Si on est malchanceux, ça va faire 5, mais on est dans l'ordre de grandeur de. C'est qu'il n'y a personne qui va faire un procès à un syndicat parce que ça ne balance pas de 18 et 24. C'est pas vrai. C'est des chiffres non significatifs. Mais si ça ne balance pas de 180 000 ça se peut que l'acheteur veuille faire un procès au syndicat pour lui avoir caché l'information. Parce que dites-vous une chose, une attestation qui est faite de façon bâclée et non pas dans les délais expose le syndicat à un éventuel recours de l'acheteur. Contre qui? Contre celui qui a signé l'attestation, contre le syndicat. On ne veut pas ça. On ne veut Non, surtout pas ça. Ce n'est pas du exact. tout l'objectif de faire Mm. des procès. Ben, merci. Écoutez, il est 20h10. Je sais que tout le monde a sa journée dans le corps. Maître Jolicoeur il enseigne les 2 soirs semaine, etc. Donc, je sais qu'on avait encore beaucoup de questions. Par contre, on va en reparler. On va en reparler dans les prochaines web radios parce qu'on va rouler avec ça. Soyez assurés que la RGCQ Mm. va donner encore d'autres informations, des formations, va inviter des ateliers, tout ça. Donc, on ne vous laissera pas tomber, on ne vous abandonne pas. Merci à mes deux invités, En Maître réalité, Jolicoeur. Mme Couture, Valérie, on a une fiche Oui, pratique sur le site Condo Légal qu'on oui, a préparée absolument. de vulgarisation. Prenez le temps de la lire. On a voulu démystifier les choses. On n'est pas dans les réponses absolues. On est dans une zone de réflexion collective sur le mieux faire en matière de transaction, en matière de copropriété. Tout à fait. Et Mm. vous le savez, les fiches pratiques sont claires. Vous amènent à d'autres liens sur les règlements, etc., etc. Donc, merci, Maître Jolicoeur. Merci, Guillaume Leblond, de la France et Mathieu. On vous réfère, je vous le dis, là, allez voir sur Condo Légal. Merci à l'équipe de Nathalie Audet, courtier immobilier, d'avoir commandité la web radio. Lanceny, un gros merci d'avoir participé avec nous, de nous avoir donné un solide coup de main. Et justement, on vous amène sur les fiches pratiques. Donc, à l'attestation sur l'état de la copropriété, c'est l'ASEC. C'est ce qu'on a couvert ce soir. Allez vous y référer si vous avez des doutes ou des questions. Vous allez trouver probablement toute l'information là-dessus. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour débuter l'automne. Au menu, là, dans 2 semaines, on est encore sur les nouvelles lois avec Julien Gobeil-Simard de Oudi pour Fonds de prévoyance, carnet d'entretien. On va vous donner des petits trucs. Merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Bonsoir à Merci, Maître tous. Jolicoeur. Merci, Guillaume. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir.